Et je pense qu'ils sont dans le coup. Enfin, je veux dire, à un moment donné, la police, l'État, enfin, il y a forcément quelque chose derrière. Donc, ouais, je me demande si la police n'est pas dans le coup et qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache d'un peu plus gros derrière tout ça. Vous écoutez Empoisonné, épisode 4, Complot. Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode d'Empoisonné. Bonjour Vincent. Bonjour Charlie. Bonjour et merci à tous les auditeurs qui nous écoutent de plus en plus nombreux, qui sont pour la plupart bienveillants, sauf un ou plusieurs. Oui, parce que on a reçu quelques mails chelous de menaces. Bon, après, c'est un truc de true crime, donc forcément, les gens qui nous écoutent, ils sont chelous. Hein. Désolé, auditeurs, mais... c'est vrai qu'on a peut-être plus de chances d'avoir des gars chelous avec ce thème-là. Ça nous a quand même plus fait marrer qu'autre chose, parce que c'était des mails nous demandant d'arrêter nos recherches, quand les mails de menaces un peu classiques. Ouais. Moi, c'est la première fois que je reçois une lettre de menace. Donc ouais, pareil. Ouais. Je veux dire, c'est des mails d'insultes, mais de menaces, peu. Donc, c'est une grande première. On ne s'est pas inquiété plus que ça, jusqu'à quand même qu'on reçoive sur nos 2 répondeurs respectifs un message un peu flippant quand même. C'est la dernière fois que je vous le dis. Arrêtez votre enquête. Vous allez vous foutre dans la merde pour rien. Si je vous ai retrouvé si facilement, imaginez ce que je peux vous faire si vous ne m'écoutez pas. C'est jamais très agréable d'avoir ça quand tu allumes ton téléphone. Non, quand tu te réveilles, moi je me suis réveillé, j'ai entendu ça, je dis what the fuck. Ouais, après nous c'est ce qu'on fait, chercher les numéros des gens sur internet. Ouais. J'ai un CV en ligne, c'est pas hyper compliqué de trouver ça. Mais c'est quand même donné un peu de mal. Il s'est quand même donné du mal pour faire ça. Pour vous dire la vérité, on a hésité à en parler parce qu'on s'est dit que c'était sûrement du troll. Ouais. Mais on l'a quand même mis parce que déjà ça nous a fait rire et surtout c'est assez raccord avec le propos de cet épisode, vous allez voir. Oui, alors pour résumer les épisodes précédents, grâce à un témoignage de Bruno, on a compris qu'il y avait potentiellement plusieurs disparus. En tout cas, il y avait une enquête commune de la police. En tout cas, il y avait une enquête commune de la police là-dessus. On a retrouvé donc le frère d'une des disparues, Valentin. Valentin, ouais, qu'on a contacté et qui a accepté de nous répondre. Et nous a même invité à parler de tout ça de vive voix dans la maison où il a grandi, à Saint-Germain-les-Corbeilles, une petite ville de l'Essonne. C'est la maison même où, selon lui, sa sœur a été enlevée parce que pour lui, elle a été enlevée. Une rencontre un peu particulière. Oui, voilà, on allait le voir là-bas et c'est malgré le fait que ça soit une journée d'été ensoleillée, il y avait une atmosphère assez sombre. Par exemple, la chambre de sa sœur... n'avait pas bougé depuis sa disparition. Ouais, ses parents l'ont gardé intact depuis tout le temps. Et cette ambiance était très pesante. C'était assez difficile comme interview, je trouve. Surtout qu'il nous a partagé des théories assez étranges qui remettent en cause pas mal de choses qu'on pensait connaître sur l'affaire. Nous arrivons en gare de Corbeil-Essonnes et on se dirige vers Saint-Germain-et-Corbeil, une petite ville limitrophe, où nous attend Valentin. Il va nous recevoir dans sa maison d'enfance, où habitent toujours ses parents. Alors on arrive dans le centre-ville de Saint-Germain. On vient de passer la mairie, on va vers l'église parce que les parents de Valentin habitent pas très loin dans ce quartier-là. Bonjour. 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 Allez-y, entrez. Voilà, vous voyez, c'est la maison où j'ai grandi. Vous revenez souvent dans cette maison ? Bah, à partir du moment où ma sœur a disparu, moi j'ai un peu vrillé. Et mes parents étaient affectés forcément par ce qui s'est passé. Et du coup, il y a des vraies tensions qui se sont créées. Et du coup, moi, je suis parti. Je suis parti à ce moment-là. Et pour répondre à votre question, non, je suis revenu il y a quelques années, mais c'est vraiment pour voir un peu mes parents, essayer de retisser un lien. Après, nos rapports sont pas fous, quoi. C'est des rapports cordiaux. Voilà, c'est la chambre d'Andrea.
comme vous pouvez le voir, il n'y a rien qui a bougé depuis sa disparition. Toujours le lit, et les mêmes meubles, il y a même ses bouquins, il y a les photos, là. Elle s'était essayée à l'argentique. Là, c'est le travail qu'elle faisait. En fait, le truc, c'est qu'au départ, au début de sa disparition, forcément, mes parents ont laissé la chambre en l'état, quoi, en se disant qu'elle reviendrait peut-être, et puis finalement, les années se sont passées, quoi, et voilà, il y a juste ma mère qui passe de temps en temps faire le ménage. Personnellement, moi, je trouve ça un peu glauque, mais voilà, quoi. Voilà, ça c'est un carton où on a mis un peu toutes les affaires qui restaient d'elle. Voilà, ce qui traînait, c'est rien de très important, quoi, mais c'est voilà, quoi, les objets qui nous restent d'elle. Si je peux me permettre de décrire un peu, on voit du coup quelques feuilles de cours, un livre, un fascicule pour un musée, quelques bijoux. Je vois aussi son portable. Et justement, je voulais vous demander, est-ce que vous, à votre connaissance, il y a des objets manquants depuis sa disparition ? Non, pas à ma connaissance. Comme vous venez de le dire, en fait, il y avait encore son téléphone. Enfin, c'est pour ça, en fait, que je crois pas du tout à la théorie de la fugue, en fait. C'est absolument pas crédible. Enfin, elle aurait embarqué des affaires. Ça, c'est un point commun qu'il y a avec une autre disparition qu'on a un peu étudiée, celle de Sidonie. Elle n'avait pas non plus d'affaires manquantes. Et surtout, ses proches disent qu'elle n'avait pas le profil d'une fugueuse. Est-ce que vous, votre sœur, c'était quoi son état d'esprit au moment de sa disparition ? Son copain s'est fait renverser par une voiture, il est mort. Donc forcément, c'est un épisode traumatique, quoi. Elle était pas bien, mais... Ça, c'était peu de temps avant sa disparition ? Mais non, c'est ça, en fait, c'est que ça faisait plusieurs mois. Et elle commençait à aller mieux, en fait. Non, je vois... Enfin, ça peut pas être pour ça, en fait, qu'elle aurait fugué. C'était plusieurs mois après. Et encore une fois, le fait de fuguer, c'est pour fuir l'endroit où on est, fuir sa famille, fuir l'endroit où on habite. Et il n'y avait pas vraiment de raison à ça, en fait. Et je me souviens qu'elle s'était mise à la méditation après la mort de son copain, du coup, et ça lui faisait vachement de bien, pour le coup. Après, moi, j'étais dans la chambre juste à côté. Ça mettait sa musique super fort. C'était censé être de la musique zen, quoi, qui détend. Moi, franchement, non, ça m'énervait. Voilà. Après, mais je crois qu'elle a encore ses cassettes, en fait, juste là, de ce qu'elle écoutait pour méditer. Dans le cas de l'autre disparition de Sidonie, la veille de sa disparition, on a eu des symptômes assez inexpliqués, assez étranges. Est-ce que vous vous rappelez de quelque chose de similaire pour votre sœur ? La veille de sa disparition, elle avait un comportement un peu étrange. Enfin, c'est-à-dire ? Elle était tendue. Elle avait l'air tendue. Après, je me suis pas trop posé de questions, quoi. Ça pouvait être tout et n'importe quoi, le fait qu'elle soit tendue. Par contre, dans la nuit, je l'ai entendu vomir. Et, moi, je dormais à moitié, quoi. Donc je suis pas allé la voir. Et au matin ? C'est un des vrais regrets que j'ai, quoi. C'est que le matin, en fait, elle dormait. Et du coup, je l'ai pas vue. Enfin, moi, je suis parti, en fait, au lycée. Et donc elle est restée seule à la maison ? Ouais, parce que moi, je suis parti au lycée et mes parents travaillaient. Mais par contre, elle devait aller chez le médecin. On a un médecin, en fait, qui travaille juste à côté, là. Et le médecin nous a dit qu'elle était jamais venue. Donc, je pense qu'elle a pas eu le temps. Comment décririez-vous votre sœur, Andrea ? On était pas très proches. On n'avait que 2 ans d'écart, mais il y a un vrai fossé, quoi, qui s'était créé entre nous, malheureusement. Et ouais, on s'engueulait souvent, quoi. J'aurais bien aimé que les choses se passent différemment, mais c'est vrai qu'on s'engueulait souvent. Après, je sais qu'elle était plutôt populaire.
au lycée, en tout cas elle était bien appréciée. Après voilà, nous on était arrivés, on vient de Bretagne en fait, donc on est arrivé en Essonne 2 ans avant sa disparition. D'accord. Donc ça faisait vraiment pas très longtemps qu'on était là. Voilà, après, elle avait, c'est une ado normale quoi, elle avait plein de passions qui changeaient à peu près toutes les 2 secondes. Ouais. Après, elle se mettait vraiment à fond dans ce qu'elle faisait, pour le coup. Genre, tout à l'heure, je vous ai montré les photos quand elle s'est mise à la photo. Voilà. Et elle était vraiment, vraiment investie là-dedans. Elle a fait du skate à un moment donné. C'est vraiment mise dedans à fond. Mais voilà, c'était beaucoup de lubie, quoi. Et est-ce que vous pensez qu'elle aurait pu connaître les autres lycéennes disparues ? Non, je pense pas, parce que, comme je vous l'ai dit, on est arrivé il y a peu de temps, en fait, en Essonne. Et du coup, elle traînait majoritairement avec des gens de son lycée, en fait. Est-ce que vous pensez qu'elle aurait pu rencontrer quelqu'un de dangereux ? C'est possible. Après, comme je vous le disais, on n'était pas très proches, donc du coup, je connaissais peu ses fréquentations. Après, je sais que parfois, elle mentait à nos parents. Elle disait qu'elle voyait telle ou telle personne, et en fait, elle voyait quelqu'un d'autre. Elle s'est déjà fait surprendre comme ça par mes parents. Mais après, j'ai envie de dire, je le faisais aussi, quoi. C'est-à-dire qu'une fois sur 2, je disais à mes parents, je vois un pote, et puis en fait, je faisais autre chose. Donc, je suis pas sûr voilà, mais c'est possible. Après, c'est possible. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une explication pour ce qui est arrivé à votre sœur ? Non, je sais pas, non. Non, tout ce que je sais, c'est juste qu'on se fout de notre gueule depuis le début, en fait. Genre très clairement, la police se fout de notre gueule. Je pense même que l'État se fout de notre gueule. Je vous explique. À la base, quand elle a disparu, il y a forcément une enquête qui a été menée pour ça. Quelque temps après, on nous a dit qu'il n'y avait plus vraiment de pistes, mais que l'enquête allait continuer d'être suivie. Moi, je pense très clairement que c'était pour mettre de côté tout ça, sans nous dire qu'ils avaient clôturé le dossier. Et quelques mois après, la police nous appelle et elle nous dit « Alors écoutez, on sait où est votre sœur. Elle est en vie. Mais on vous dira pas où elle est. » C'est la fin de ce 4e épisode d'Empoisonné. Merci de l'avoir écouté. Merci Vincent. Merci. Si vous avez des informations sur Andrea Hirsch ou sur d'autres lycéennes disparues, n'hésitez pas à nous contacter via notre site empoisonné.fr ou notre groupe Facebook @empoisonné. On vous donne rendez-vous au prochain épisode pour la suite de l'enquête.